Bonjour et bienvenue. On pense souvent savoir comment fonctionne un marché. Il y a un vendeur, un acheteur, un prix. Ça a l'air simple, hein? Eh bien, en réalité, derrière cette simplicité, il y a des mécanismes super puissants et franchement parfois assez surprenants. Et pour bien les piger, on va commencer par une petite énigme. Voilà la question. On dirait qu'elle sort d'un autre siècle, pas vrai? Pourquoi un agriculteur, avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, déciderait de revenir au bon vieux chameau? C'est une question qui paraît un peu folle, mais sa réponse, elle, est au cœur de la logique économique. Pour résoudre ce mystère du chameau, il faut qu'on s'attaque à un concept fondamental en économie, le signal-prix. C'est vraiment la clé qui déverrouille non seulement cette histoire, mais aussi la plupart des décisions économiques qu'on prend tous les jours sans même s'en rendre compte. Et voilà la solution. C'est tout simple en fait. Au Rajasthan, en Inde, le prix de l'essence a explosé. Et ce prix, très élevé, a envoyé un signal super clair aux agriculteurs. Attention, votre tracteur est en train de devenir un gouffre financier. Ils ont donc fait un calcul rapide et rationnel. Le chameau, lui, est bien moins cher à nourrir. Il est donc redevenu la meilleure option. Et c'est là que ça devient fascinant. Comme de plus en plus d'agriculteurs se sont mis à chercher des chameaux, la demande a grimpé en flèche. Forcément, l'offre de chameaux n'a pas pu suivre tout de suite, et donc leur prix s'est mis à augmenter. Un simple signal de prix sur le carburant a déclenché une réaction en chaîne. Et tout ça sans que personne ne donne le moindre ordre. Cet exemple du chameau est parfait pour illustrer les lois de base de l'offre et de la demande. C'est une sorte de danse permanente. Quand un prix monte, en général, la demande baisse. C'est logique, on cherche des solutions moins chères, exactement comme nos agriculteurs. Et à l'inverse, quand un prix chute, on est tout de suite plus tenté d'acheter. Et le but de cette danse, c'est de trouver ce qu'on appelle le prix d'équilibre. C'est le point de rencontre parfait, le moment magique où les acheteurs et les vendeurs tombent d'accord. La quantité de produits sur le marché correspond pile à la quantité que les gens veulent acheter à ce prix-là. Ni trop, ni pas assez. Le sweet spot. Ce qui est génial ici, c'est de voir comment le marché cherche son chemin pour trouver cet équilibre. Si le prix est trop haut, les vendeurs se retrouvent avec des stocks sur les bras, c'est le surplus. Ils sont donc poussés à baisser leur prix. À l'inverse, si le prix est trop bas, c'est la ruée, tout le monde veut acheter et il n'y en a pas assez pour tout le monde, c'est la pénurie. Là, les vendeurs comprennent qu'ils peuvent augmenter leur prix. Le marché s'ajuste comme ça, en permanence, pour revenir vers ce point d'équilibre. Mais attention, ce bel équilibre, il ne sort pas de nulle part. Ce mécanisme de prix ne flotte pas comme ça par magie. Il a besoin d'un cadre, de ce qu'on pourrait appeler les règles du jeu. C'est un point absolument essentiel à comprendre. Un marché, ce n'est pas la loi de la jungle, c'est tout le contraire. C'est une construction humaine, une institution qui repose sur la confiance, sur des lois qui protègent la propriété, sur des règles et des habitudes que tout le monde accepte. Sans ces fondations solides, aucun échange fiable ne serait possible. Pour essayer de comprendre les marchés réels, les économistes ont d'abord imaginé un modèle idéal, une sorte de marché utopique, la concurrence pure et parfaite. Voilà la recette. Imaginez une infinité d'acheteurs et de vendeurs, tous tellement petits que personne ne peut influencer le prix, tous les produits sont exactement les mêmes, n'importe qui peut se lancer sur le marché ou en sortir quand il veut, et cerise sur le gâteau, tout le monde sait tout, surtout, tout le temps. Bon, évidemment, ce modèle parfait, c'est de la théorie. Dans la vraie vie, on est souvent bien plus proche de ce qu'on appelle un oligopole, c'est-à-dire une situation où quelques très grosses entreprises se partagent l'essentiel du gâteau. Pensez aux opérateurs de téléphonie mobile, à l'industrie automobile ou encore au marché des avions de ligne. Ça, c'est l'exemple type. On a deux géants, Boeing et Airbus, qui contrôlent la quasi-totalité du marché mondial. On est à des années-lumière du modèle de la concurrence parfaite avec sa foule de petits producteurs. Alors, on pourrait se demander, si le marché n'est jamais parfait, à quoi bon? Pourquoi est-ce que ce système est aussi répandu? Eh bien, la réponse, elle est dans la valeur incroyable qu'il arrive à créer pour tout le monde. Ça, c'est une idée vraiment magnifique. On a souvent l'impression qu'un échange, c'est une sorte de bras de fer avec un gagnant et un perdant. En fait, dans un marché qui tourne bien, les deux repartent gagnants. L'acheteur et le vendeur obtiennent un petit bonus. C'est ça qu'on appelle le surplus, ou les gains à l'échange. Prenons le surplus du consommateur. C'est tout simple, c'est la différence entre le prix maximum qu'on était prêt à payer pour un objet et le prix qu'on a vraiment payé. C'est ce sentiment génial de faire une super affaire quand on se dit « Ah, j'aurais même payé plus cher pour ça ». Allez, un exemple concret. Imaginez 500 places de concert vendues à 30 euros. Parmi les acheteurs, il y en a plein qui étaient prêts à payer beaucoup plus cher, disons jusqu'à 50 euros. Si on additionne tout cet écart entre ce qu'ils étaient prêts à payer et les 30 euros qu'ils ont payés, on arrive ici à une valeur bonus totale de 5 000 euros. C'est ça, le surplus du consommateur.
Et ce qui est super, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. Pour le producteur, c'est pareil. Le surplus du producteur, c'est la différence entre le prix auquel il a vendu son produit et le prix minimum auquel il aurait accepté de le vendre. C'est son bénéfice en plus, son petit bonus à lui. Pour prendre une autre échelle, des agriculteurs vendent leur blé au prix du marché, disons 5 € le boisseau. Mais parmi eux, certains, plus efficaces, auraient été rentables même en vendant à 2 €. Eh bien, cette différence, accumulée sur des millions de boisseaux, peut créer un surplus total pour les producteurs de 1,5 million d'euros. C'est juste énorme. Et là, on arrive au point le plus important. Quand le marché atteint son fameux prix d'équilibre, la somme de ces deux surplus, celui des consommateurs et celui des producteurs, est à son maximum. C'est à ce moment précis que le marché crée le plus de valeur, le plus de richesse possible pour l'ensemble de la société. C'est ça la grande force d'un marché concurrentiel. Il agrandit le gâteau au maximum avant même qu'on se pose la question de comment le partager. Donc, en résumé, comment voir ce modèle du marché? Finalement, on peut le voir comme une sorte de carte, de grille de lecture, qui nous aide à comprendre des interactions économiques qui, sans ça, seraient incroyablement complexes. Si on devait vraiment retenir 3 choses, ce serait celle-ci. Primo, le prix est un signal d'une efficacité redoutable. Il coordonne des millions de personnes sans qu'elles aient besoin de se parler. Deuxio, les marchés ne sortent pas de terre, ce sont des constructions humaines qui ont besoin de règles du jeu claires. Et tertio, leur plus grande qualité, c'est de créer de la valeur pour tout le monde, acheteurs comme vendeurs, grâce au gain à l'échange. Mais tout ça, ça nous laisse avec une dernière question et pas des moindres. Si ce modèle est si efficace pour maximiser la richesse collective, pourquoi est-ce qu'on voit tout le temps les gouvernements intervenir, réguler, taxer? C'est bien le signe que même si ce modèle est puissant, il a aussi ses failles. Mais ça, c'est une autre histoire.